messieurs, bonsoir, vous êtes sur Canal 2 International pour cette autre édition du 20h à la une. Camper les goulots d'étranglement qui entravent la bonne marche des affaires au Cameroun, constituer une base de données fiable, assainir le climat des affaires afin de permettre aux investisseurs d'entreprendre en toute quiétude au Cameroun. Tels sont les objectifs de la mission des experts du ministère de l'économie, actuellement à Douala, capitale économique camerounaise. C'est devenu un phénomène de mode que dès qu'un nouveau-né arrive dans une famille, le réflexe aujourd'hui est de poster ses photos sur la toile, sur Facebook, Twitter, etc. Les parents ont-ils le droit de poster la photo d'un bout de chou sur les réseaux sociaux pour manifester leur joie? Les Camerounais interrogés à ce sujet réagissent dans cette édition. Et puis en sport, à propos de la supposée subvention du chef de l'État à hauteur de 300 millions de francs CFA au club, la Ligue de football professionnel du Cameroun dément l'information et apporte des précisions sur la perfusion financière du président de la République à la Ligue. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. À peine un forage sur 10 est fonctionnel dans la région de la Damawa, ce qui constitue un préjudice énorme pour les populations qui sont obligées de parcourir des kilomètres à la recherche de l'eau potable, un véritable parcours du combattant que notre reporter Lipidio tente de nous reconstituer. Dans la région de la Damawa, l'eau ne coule des forages que le temps de la cérémonie de réception. Et pour cause, la mauvaise exécution de la plupart des projets hydrauliques qui après sont abandonnés et vandalisés par les riverains. Dans la ville de Ngaoundéré, l'état des lieux est déplorable et appelle à une prise de conscience. En tout, plus de 60 forages, mais je vous assure qu'il n'y en a pas deux qui soient fonctionnels à ce jour, après 3 années ou 5 années de fonctionnement. C'est vous dire dans quel état se trouvent les projets hydrauliques. Ne serait dans la ville de Ngaoundéré seulement, mais de surcroît dans la région de la Damawa. La région est dite château d'eau du Cameroun et a toutefois du mal à étancher sa soif quotidiennement en proie aux coupures intempestives d'eau au robinet. Les projets d'adduction d'eau devraient alors constituer un palliatif, seulement ils sont minés dans leur réalisation par des pratiques peu orthodoxes de passation de marché, la corruption, l'affairisme et les affinités qui octroient des marchés aux soumissionnaires de peu d'épaisseur financière. Une fois mis en œuvre, ce sont parfois les bénéficiaires qui brillent par une mauvaise gestion. Les comités de gestion elles-mêmes, elles fonctionnent mal. On met un comité de gestion sur pied, on cotise de l'argent. Des fois, cet argent est utilisé pour d'autres fins. Et quand le forage est en panne, il n'y a plus d'argent pour arranger le forage. Et souvent, il ne coûte même pas cher. Des fois, c'est une panne de 2000 francs. Des organisations de la société civile s'emparent de ce problème et montent au créneau pour dénoncer ces situations à travers un projet dit d'amélioration de la bonne gouvernance dans l'exécution des projets hydrauliques. Plus que des discours, il faut de l'action afin d'assurer une durée conséquente à ces projets. Macroéconomie, assainissement du climat des affaires, une mission du ministère de l'économie est depuis ce matin à Douala pour soumettre une série de questionnaires aux opérateurs économiques afin de collecter des informations, une base de données fiable qui permettra sans doute de camper et solutionner les pesanteurs qui entravent la bonne marche des affaires à Douala. Serge Bondier. Le gouvernement de la République et le secteur privé se sont engagés depuis 2006 dans une vaste opération qui vise à mettre sur pied une base d'informations à la disposition des opérateurs économiques pour une meilleure appréciation du climat des affaires au Cameroun. Nous allons déployer les équipes sur le terrain pour recueillir des informations relatives à la perception des chefs d'entreprise sur le climat des affaires. Ce qui va se passer, c'est en fait, nous, on déploie les enquêteurs et au niveau de la supervision, nous allons les suivre. Et il y a un questionnaire qu'on va soumettre à chaque entreprise et c'est beaucoup plus des opinions. On ne veut pas tellement, il n'y a pas beaucoup de chiffres là-dedans. C'est des opinions par rapport aux réformes qui sont mises en place. Et à la fin, on pourra faire l'inventaire d'autres réformes que le gouvernement peut peut-être mettre en place pour améliorer le climat des affaires. Les équipes d'enquêteurs du ministère de l'économie sont à Douala, point de départ de l'édition 2014, une édition du Business Climate Survey BCS au Cameroun. Ces enquêtes qui seront menées avec l'appui des différentes structures patronales que sont le JICAM, la Chambre de commerce, le ministère de l'économie et celui des PME. Sur le terrain,
Les entreprises sont priées de ne pas fausser les données. Les chiffres exacts aideront dans cette étude. Il y aura des obstacles, mais on pourra les lever avec le concours des autorités administratives qui ont déjà commencé à appuyer cette activité sur le terrain en saisissant les entreprises. C'est vrai que certaines entreprises, pour un premier temps, voudront cacher certains chiffres parce que se diront qu'on recherche à toucher le volet fiscal. Mais au final, je pense que les questionnaires qui leur seront soumis auront quand même du retour de ce que nous attendons. Ces équipes vont sillonner les 10 régions du Cameroun pendant un mois jusqu'au 15 août prochain. Les résultats permettront de présenter un baromètre pouvant permettre aux investisseurs de s'intéresser à notre pays, le Cameroun. Merci Serge Mondi. À la suite de ce compte rendu, on reste dans le chapitre de la macroéconomie en parlant justement de la douane pour dire que les opérateurs économiques usagers du port autonome de Douala connaissent sans doute le système Sidonia qui sert à l'automatisation des opérations de dédouanement au port autonome de Douala. Eh bien, sachez que partie de Sidonia 1, Sidonia 2, plus, aujourd'hui on en est à Sidonia World, qui vient renforcer les compétences des opérateurs de la place portuaire et les arrimer aux exigences internationales. Robert Charlitoc, Martin Djemo. À l'aide d'une connexion Internet et d'un code d'accès, il est désormais possible aux opérateurs de la place portuaire, où qu'ils se trouvent dans le monde, et même à travers un téléphone, de suivre en temps réel toute leur activité. Une interconnexion rendue possible grâce à Sidonia World et qui vient contribuer à la facilitation du commerce international. Kamal Tahiri, formateur, présente la plus-value de Sidonia World. Graphiquement, on est vraiment sur le web 2.0 avec un système qui est beaucoup plus convivial et beaucoup plus intéressant au niveau de l'utilisation. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'avec l'ancien système qu'on avait, l'adaptation du système pour chacun des pays ou pour chacune des douanes était assez difficile à faire. Aujourd'hui, avec ce nouveau système, l'adaptation est très très simple. Il faut des développeurs qui vont développer en utilisant Java comme langage de programmation. Et avec justement ces modules qu'on a créés pour ce nouveau système, ils vont pouvoir adapter assez facilement le système à toutes les régulations des douanes camerounaises et à toutes les volontés au niveau des douanes pour la facilitation du commerce. L'atelier de formation des formateurs Sidonia World vient donc consolider les acquis des utilisateurs finaux, notamment les douaniers et les commissaires agréés en douane. C'est une application web-based qui nous permet d'accéder à n'importe quel endroit à partir de certains outils qui sont orientés Internet. Le système Sidonia vient améliorer l'efficacité de la douane, garantit la fluidité du trafic commercial, actualiser l'outil informatique, garantit la traçabilité des opérations de dédouanement et bien d'autres. À travers cet atelier de formation, il s'agit pour le programme d'appui à la mise en œuvre du plan de modernisation de la douane de contribuer à la compétitivité de l'économie camerounaise par l'accompagnement à l'amélioration de l'efficience de la douane camerounaise. 32 000 personnes handicapées ont pris part aux dernières élections, mais leur participation au développement local se heurte à des difficultés. La plateforme des personnes handicapées se réunit à Douala pour lancer un appel afin de favoriser l'implémentation de leur développement inclusif dans les communes de la ville de Douala. Jean-Christian Akam, Roméo Nanko, le compte rendu. Pour leur participation au développement local, ces personnes handicapées lancent un vibrant appel aux élus locaux. Elles demandent la levée des barrières qui les placent au rang des laissés pour compte du développement au niveau des collectivités territoriales décentralisées. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est celui-ci, c'est réveiller les personnes handicapées et leur dire, vous avez des talents que vous pouvez partager avec l'ensemble des concitoyens de votre collectivité. Vous pouvez même sauver, vous pouvez avoir des idées que vous dormez à la maison avec, juste parce que vous boitez, alors que vous pouvez sauver toute une société avec. Il vous souvient que le plus grand président historique des États-Unis, c'est Franklin Delano Roosevelt. Il a brigué le second mandat étant dans un fauteuil roulant. Réunie à Douala, la plateforme dénommée Inclusive Society comprend les handicapés venus des 10 régions du Cameroun pour parler du développement inclusif. Dans le développement local, le principe de la participation des personnes handicapées est un acquis juridique. Il ne se discute pas. Il est constitutionnellement établi. Des lois l'affirment, des décrets
et des arrêtés, des circulaires demandent la mise en application. Mais que valent ces textes pour un enfant qui n'a pas un fauteuil pour sortir de la maison, pour un aveugle qui ne sait ni lire ni écrire, pour un sourd-muet qui ne peut pas suivre le journal de la télévision parce que le langage des signes n'est pas utilisé en matière de communication. Au sortir de ces échanges, des pistes seront proposées aux élus locaux dans le sens d'une politique ciblée de prise en charge multiforme des personnes handicapées. On va immédiatement se rendre à Yaoundé avec Javis Nana pour parler de cette autre information, entre autres sujets d'actualité que vous allez développer. On parle d'un chassé-croisé autour du SMIC. Javis Nana, bonsoir. Bonsoir Malik et merci de nous retrouver à Yaoundé en compagnie de nos millions de téléspectateurs. L'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé au quartier Simbok a livré sa 9e cuvée. C'était à l'occasion d'une cérémonie où diplômes et insignes ont été remis à ses stagiaires en présence du ministre camerounais de la Défense. Une belle cérémonie suivie par Jackson Bozor et Serge Alanziebou. Après sa mise en place, voici venu l'heure de la montée en puissance de l'École supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Les résultats déjà obtenus confirment l'évolution significative de cette école. L'ESIG a obtenu, comme nous le savons tous, le label de pôle d'excellence de niveau stratégique dans le cadre de la formation du soldat de la paix et initié les formations de haut niveau qui en découlent. La 9e promotion de l'ESIG à l'honneur ce 16 juillet. 42 officiers supérieurs nantis de la qualification la plus élevée de l'enseignement militaire supérieur, issus de 20 pays africains, américains et européens, reçoivent ici leur parchemin. Une nouvelle génération d'officiers formés aux opérations multinationales selon des standards internationaux, prêts au commandement sur les théâtres d'opération. Des frères d'armes obligés de se séparer après un an de partage, fait de liens solidement noués. Pendant 45 semaines, la dynamique équipe d'enseignants militaires et civils, nationaux et étrangers de l'école s'est investie sans se ménager pour une bonne application du programme d'enseignement contenu dans la directive d'enseignement et de fonctionnement de l'école, notre Bible. Il est à présent question d'aller mettre en pratique la formation reçue au service de leurs armées et pays respectifs. Voici la question du 20h. Comment faire pour rendre le SMIC, le salaire minimal interprofessionnel garanti, à la hauteur d'un pays véritablement développé? Cette question a nourri une concertation qui s'est ouverte à Yaoundé et présidée par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. Notre équipe de reportage est allée s'enquérir des discussions. Ghislain Pierre-Sono, Samuel Bonis. La 17e session de la Commission nationale consultative du travail se tient au lendemain du texte du Premier ministre chef du gouvernement portant création, organisation et fonctionnement du comité de concertation et de suivi du dialogue social. Depuis la hausse des prix à la pompe, syndicats et gouvernements sont divisés sur le quantum du SMIC d'une part et d'autre part sur la révalorisation des cotisations CNPS. En ouvrant les travaux, le ministre Grégoire Owona du Travail et de la Sécurité sociale a soumis 2 projets de texte pour examen à la Commission. Les projets de texte relatifs au salaire minimum interprofessionnel garanti, lequel constitue l'un des sujets qui polarise. D'autre part, le projet de loi relatif aux prestations sociales. Pour le gouvernement, le montant proposé est de 35 000 francs CFA, mais pour les syndicats, il faut 62 000 francs CFA avec 0 gramme d'impôt. Nous pensons qu'au-delà de tous les autres argumentaires économiques, il y a du politique. Et pour la soutenabilité du SMIC, il faudrait un SMIC compatible avec le 0 gramme fiscal qui est de 62 000 francs. Mais le fond, c'est de rentrer dans les grands problèmes que rencontrent les travailleurs aujourd'hui, surtout en ce qui concerne l'IEPP, ce qui concerne la déplafonnement des côtés. Il y a aussi
Cette main tendue de la CNPS, partie prenante et présente aux travaux au ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Nous avons en gros proposé que, vous savez, aujourd'hui, la pension maximale perçue par les travailleurs, quel que soit le salaire que vous aurez perçu pendant vos carrières, quelle que soit la durée de cette carrière, le maximum que perçoit un pensionnaire aujourd'hui est d'environ 160 000 francs, ce qui est tout à fait extrêmement faible. La commission en travail au ministère du Travail n'a qu'un avis consultatif. Elle doit rendre sa copie ce jeudi à Yaoundé. Une copie très attendue d'ailleurs. En santé, il faut s'habituer à cette appellation. C'est un médicament, ça s'appelle le praziquantel, en compagnie bien entendu d'une firme internationale. Le ministère de la Santé publique de notre pays veut lutter contre la bilharziose. Et pour toucher la réalité, il y a eu des centres sur le terrain en présence de Merveline Tapi et André Marindia. Cette rivière est l'un des principaux sites de transmission de la bilharziose dans cet arrondissement de Yaoundé 7. Nous sommes ici en Colbison, quartier populeux de la ville. L'année dernière, le taux de prévalence de la bilharziose était de 40%. Une situation qui a suscité l'intervention d'une multinationale spécialiste de la fabrication des vermifuges qui travaille en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé. Tout d'abord, le Cameroun a été sélectionné parmi les pays en collaboration avec l'OMS et c'est l'endémie et la situation endémique de la maladie qui nous fait aussi porter un grand intérêt au Cameroun. Déjà 23 millions de médicaments offerts pour un taux de prévalence de 2% en 2014. Mais le combat continue. Une descente ce jour à l'école publique de Colbison permet de perpétuer cette campagne de déparasitage des enfants. Une initiative qui va s'étendre sur l'ensemble du territoire national. Il y a plusieurs foyers de bilharziose, un peu partout dans le pays, mais beaucoup dans le nord surtout. Donc ça, c'était une première raison. Deuxième raison, c'est que les autorités de votre pays se sont engagées très tôt à vouloir traiter les enfants et déparasiter les enfants. Au-delà des campagnes de sensibilisation et de déparasitage, un accent doit également être mis sur l'hygiène et la salubrité. Ces maladies sont liées aussi à un manque d'hygiène. Donc il y a beaucoup d'actions pour la promotion de l'assainissement de l'environnement et pour l'amélioration des conditions d'hygiène des populations. Avant leur descente sur le terrain, ces hôtes étrangers ont été reçus en audience par André Mamafouda, ministre de la Santé publique. Un corps est en décomposition depuis le 9 juillet dernier et la forte odeur a mobilisé les populations du quartier Kondengui. C'est ici dans le 4e arrondissement de la cité capitale et du coup, il fallait absolument le déplacer. C'est un récit macabre ici raconté par Estelle Nyangono. Scène ahurissante ce 16 juillet à Yaoundé, au quartier Kondengui. Ça fait à peine une semaine que nous, comme ça, au voisinage, on a compris les odeurs et vu les mouches venaient. Nous sommes venus, on a cassé la porte, on a trouvé qu'il était mort. Le corps du nommé Jean Gono, âgé de 49 ans, est découvert le 9 juillet par son voisinage suite à des odeurs nauséabondes embaumant le quartier tout entier. Ces odeurs et les mouches qui nous ont attirés vers le cadavre. Face à cette situation macabre, le chef de quartier a informé les autorités compétentes en vain pour déplacer le corps en décomposition avancée. On a appelé les sapeurs pour venir s'acquérir de la situation et les forces de l'ordre, personne n'est venu à temps. Et c'est en présence des hommes de médias que la dépouille a pu être déplacée et remise à la famille pour inhumation. J'ai été saisi comme d'habitude quand il y a mort d'homme. Mais le cas, le corps était déjà présenté déjà une décomposition avancée. J'ai saisi les sapeurs-pompiers. J'étais obligé d'appeler les médias pour venir filmer. La lenteur de nos services de force de l'ordre et autres, ça n'a pas donné à ce que le corps doit être vite évacué. Le corps déplacé, l'opération de désinfection a pris le relais afin de garantir la santé de tous. Et pour refermer cette tranche d'information à partir de Yaoundé, direction Gambetika, c'est dans le département du Mbam-Ekim, ici dans la région du centre, où 3
présumés malfrats ont été mis aux arrêts avec, bien entendu, les soins de forces de sécurité. Il se met du désordre de ce côté-là, mais enfin, ils sont dans la nasse des forces. C'est une histoire racontée ici par Merveline Tapi. Esplanade de la brigade de gendarmerie de Gambetta ce mois de juillet. 3 malfaiteurs présumés tombés dans les mailles des forces de sécurité s'offrent un spectacle aux populations et aux autorités venues à leur découverte. La dernière opération redoutable de ce gang est survenue quelques jours plus tôt au bien nommé Carrefour Bakassi, village Moncoin dans les profondeurs de Gambetta. Les victimes par dizaines se sont vues dépouillées, comme le témoigne cette dame, tombée dans l'embuscade. Je suis arrivée au tournant. On voit 2 planches barrées là. Dès que mon chauffeur freine maintenant, 2 personnes sortent seulement comme ça. Il est venu, il m'a déshabillé, il a pris mon sac d'argent et mon téléphone et tous mes pièces. Ils ont pris. Ils m'ont fait coucher, ils ont commencé à taper sur mon chauffeur. La riposte des autorités sécuritaires aura donc été fulgurante. Une traque améthodique pilotée avec dextérité par le commandant de la brigade de gendarmerie de Gambetta et qui aboutira quelques jours après au démantèlement de tout un réseau dont le chef se cachait à Gambetta sous le masque d'un vendeur de comprimés. Nous l'avions récupéré mercredi dans l'après-midi auprès de son comptoir. Interrogé, il a nié en bloc les faits. On l'a donc demandé où se trouvent les 3e armes. C'est hier que nous sommes encore descendus sur les lieux et on a récupéré les 3e armes. En attendant de convoyer le funeste équipage vers les juridictions compétentes, le soulagement est manifeste au sein de la population de Gambetta, de même que chez les autorités du département qui viennent ainsi de glaner de précieux points dans la lutte contre l'insécurité. C'est tant mieux pour la sécurité des populations. Malik, je vous retourne l'antenne avec cette actualité. D'ailleurs, vous l'annonciez, les photos des tout petits, partout, je suis Internet, on parle de ce côté-là du respect des droits des enfants. Très bonne soirée et à demain. Si Javis Nana, dernière tocade des jeunes parents, télécharger les photos de leurs nouveau-nés sur des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et le travail fait par Louise Aïna s'interroge quand même sur, faut-il s'interdire de télécharger les photos de son bébé, d'un nouveau-né, sur ses réseaux sociaux? Élément de réponse. Mettre une photo de bébé sur son profil Facebook pour partager cet événement avec sa famille et ses amis est la dernière tendance des parents geeks. Certains parmi eux vont jusqu'à ouvrir des comptes à leur bébé faisant fi de la législation des différents réseaux sociaux. Facebook, pour ne citer que celui-là, interdit son accès aux moins de 13 ans. La loi camerounaise, quant à elle, ne proscrit pas la publication de photos de bébés sur la toile. À ce sujet, les avis des uns et des autres divergent. Si je mets la photo de mon bébé sur Facebook, c'est que j'ai un intérêt. Même si les enfants ont des droits, à cet âge-là, c'est le parent qui décide. Comme je disais, c'est toujours l'intérêt qui est au centre. Nous disons chez nous que pas d'intérêt, pas d'action. Ça expose la famille et ça met un peu en danger. Parce que exposer la vie sur le net, c'est pas assez commode, c'est pas bon. Je ne trouve pas normal qu'on mette les photos des bébés sur Facebook. À mon avis, c'est pas normal. Dès lors que les parents ont publié des informations personnelles sur leur vie de famille, ces enfants devenus objets sont à la merci des prédateurs sexuels. Leurs photos sont par ailleurs utilisées par des cybercriminels. Il est très difficile d'effacer ces traces sur Internet. Les adultes qui s'exposent peuvent et doivent le faire en connaissance de cause. Un bébé de 6 mois, lui, ne peut compter que sur le bon sens et la sagesse de ses parents. Le Ngondo 2014 se prépare puisque le comité d'organisation a donné une conférence de presse aujourd'hui à Douala pour expliquer aux journalistes présents la teneur du thème de la toute prochaine édition, le thème étant Dipita, Dipita qui veut dire espoir, inspiré du dernier message ancestral, message de la dernière édition du Ngondo. Julio Trésor-Tanon et Victoire Senghé ont pris part à cette conférence de presse. Voici le compte rendu. Après la paix comme message des 2 éditions successives du Ngondo, la logique ancestrale prédit cette année Dipita, qui veut dire espoir en langue Douala. Ce thème du Ngondo 2014 a été exposé ce mercredi au Mukunda, siège de l'événement à Akwa par Pamphile Diobé, premier secrétaire général adjoint du Ngondo. Selon lui,
D'après les ancêtres, l'année en cours représente l'abondance, de bonnes récoltes, des emplois disponibles et même une plus grande fécondité pour les femmes Sawa et par extension du Cameroun. Un message que commente le président en exercice du Ngondo, Sa Majesté Mbappé Bouanga Milor. Le thème n'est pas prémédité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque fois que nous descendons sur les berges du Vori, nous ne savons pas ce qui nous attend à la fin du Ngondo. Donc Dipita, évidemment, quand vous prenez les thèmes des années précédentes, mis bout à bout, forcément on peut arriver à ça. Mais est-ce qu'on était déjà prêt à cela? Ça ne dépend pas de nous. Nous ne sommes à la limite que des exécutants. Nous avons un message qui nous est transmis, à nous de le mettre en œuvre. L'occasion a été donnée pour lancer les activités du Ngondo 2014, dont l'affiche est connue. Des chefs Sawa en tête de file, guidant leur peuple vers la case sacrée pour décrypter la sagesse ancestrale. Après la saison des pluies, on pourra voir concrètement en septembre l'évolution des préparatifs si l'on s'en tient au comité d'organisation. Quant à la fête du Ngondo 2014, elle aura lieu comme d'habitude le premier dimanche du mois de décembre. Restons en culture et parlons cinéma à présent. Sur 5 femmes rencontrées dans les rues de la ville de Douala, 4 s'intéressent au film nigérien. Eh bien, cela s'explique par l'originalité, le professionnalisme et même le charme des acteurs, expliquent nos reporters Lil Piedio et Roméo Nanko. Oui, j'ai vu une série dans Nollywood. Là-bas, on montrait un enfant qui souffrait tellement. Elle habitait avec sa nourrice qui le maltraitait de temps en temps, sa nourrice le maltraitait, sous prétexte que ce n'était pas son propre enfant. Des histoires comme celle-ci, les femmes en raffolent tous les jours à la télévision, surtout celles qui viennent du Nigeria via Nollywood et Africa Magique. Pour elles, ce sont des films non seulement instructifs, mais aussi pleins d'originalité. Dans les films nigériens, c'est plus éducatif. On nous montre la réalité de ce qui se passe dans le gouvernement. Quand je vois ça aussi, ça me fait plaisir. La culture africaine, comment nous vivons avec nos traditions. C'est ça que je les aime. Selon ces dames toujours, cette montée en puissance du cinéma nigérien au Cameroun trouve son explication dans le professionnalisme des acteurs, contrairement à certains Camerounais. Les comédiens camerounais sont plus, quand ils font la comédie, ça se voit directement que c'est la comédie. Par contre, les Nigériens, il y a une très grande différence. C'est trop effrayant et puis ça transforme l'esprit des jeunes autrement. Un succès qui interpelle bien évidemment les producteurs de films à puiser un peu du Nigeria pour revaloriser leur cinéma devenu l'ombre de lui-même. Une bataille que comptent bien remporter les écrans noirs, édition 2014, axée sur l'exemple du Maroc et du Nigeria. C'est le geste qui sauve. Je n'arrive même pas à m'imaginer coucher avec cet homme. Regarde-le toi-même. À propos de la supposée subvention par le chef de l'État à hauteur de 350 millions de francs CFA des clubs, eh bien, la Ligue professionnelle de football dément cette information et apporte des précisions par rapport à la perfusion financière du président de la République à la Ligue. David Sandio, information. L'information selon laquelle la Ligue de football professionnel du Cameroun vient de recevoir la subvention de 350 millions de francs CFA du chef de l'État destinée au club n'est que pure allégation. C'est par cette phrase que le général Pierre Semengue, président de la Ligue de football professionnel du Cameroun, ouvre son communiqué. Un communiqué qui, selon la Ligue, vient rétablir la vérité et surtout éviter de créer la confusion entre la structure en charge de l'organisation de notre championnat et les clubs. Le général Pierre Semengue reconnaît que depuis sa mise sur pied en janvier 2012, la Ligue a reçu de Paul Biya 500 millions de francs CFA pour le lancement. Et l'année d'après, 70% des 350 millions octroyés à la Ligue sont allés au club, soit 4,7 millions pour la Ligue 1 et 1,6 million pour les clubs de Ligue 2. Et pour cette saison sportive, 120 millions de francs CFA ont déjà été payés au club, c'était au mois de mars 2014. Et sur les 560 millions prévus pour les salaires des joueurs et autres encadreurs,
300 millions ont déjà été débloqués. Les négociations pour les 260 millions restants sont en cours au ministère des Sports. La confusion viendrait donc des 350 millions de francs CFA destinés au fonctionnement de la Ligue, dont la moitié vient d'ailleurs d'être encaissée. La sortie des hauts responsables de la Ligue de football professionnel du Cameroun vient à coup sûr désamorcer l'explosion qui se préparait en sourdine dans les clubs. Le Cameroun, toujours en sport, s'apprête à recevoir 2 grands événements se rapportant au sambo et au nambudo, arts martiaux. Eh bien, les sambistes camerounais préparent la prochaine édition qui aura lieu en septembre 2014, tandis que les nambudokas, s'apprêtent à recevoir au Cameroun le fondateur de cette grande discipline, Maître Nambou. Alex Limbert revient sur les préparatifs. Après les 2 regroupements qui se sont respectivement déroulés au club Beyak et au gymnase Doumé Aboubakar de l'ING de Yaoundé, à la faveur des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de Sambo prévue en septembre prochain à Yaoundé, il n'y a véritablement pas de répit pour les sambistes camerounais. Le stage qui continue est supervisé et coordonné par Maître Alok Belmont et Francis Nama, respectivement entraîneur national délégué et ancien champion d'Afrique des Sambo. Dans les tout prochains jours, il se poursuivra, mais alors du côté de Casablanca au Maroc. Également dans le même registre, les arbitres camerounais de Sambo prendront quant à eux part à un stage de juge-arbitre prévu à Moscou en Russie. Rappelons qu'au dernier championnat d'Afrique de la discipline au Maroc, les Camerounais s'en sont tirés avec 3 médailles de bronze et un rang de 6e sur 27 pays présents. Toujours dans le registre des préparatifs et toujours dans la même fédération, les Namdoka préparent l'arrivée du Doshu Soke Yoshinau Nanbu. Le fondateur du Nanbudo sera au Cameroun en août prochain pour un 1e stage international. Bien avant cet autre séjour camerounais, un stage international est prévu à Praia en Espagne dans les tout prochains jours. Celui-ci sera coordonné par le Doshu en personne. Après les différents stages nationaux harmonisés dans les 10 régions du Cameroun, la Ligue régionale du Sud-Ouest a enchaîné avec le 2e regroupement le week-end dernier. Même la grande flotte qui s'est abattue sur la ville n'a pas empêché l'apprentissage des kata, randori et autres jurandori, surtout hors des tatamis et des dojos. C'est aussi cela, l'harmonie avec la nature. C'est sur ces belles images que nous mettons un terme à cette édition du journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Canal 2 International, mais prochaine édition du journal, 21h30.